Bonjour. Alimenter un ruminant peut paraître une évidence. La vache broute l'herbe et Dame Nature fait le reste. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe, surtout quand nous avons suffisamment d'herbe de bonne qualité à offrir. Mais nos systèmes d'élevage induisent des systèmes fourragers intensifiés et des animaux ayant des besoins importants. Une vache laitière n'aura pas les mêmes besoins qu'une vache allaitant. Aussi, nous allons aborder différentes notions, entre autres la notion de rumination. Puis nous attarderons sur la salive des ruminants. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes des éleveurs de microbes avant d'être des éleveurs de ruminants. Nous aborderons la qualité des fourrages qui dépend essentiellement de l'âge et du stade de récolte et des équilibres à respecter entre aliments grossiers et aliments concentrés. Et nous terminerons sur une gestion de pâturage. Ces évidences pour un éleveur chevronné doivent être acquises et comprises, car l'alimentation reste une des charges les plus importantes dans un système d'élevage. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vaches. Tous restent des ruminants. Leur alimentation doit permettre à l'animal de ruminer correctement. Leur alimentation doit permettre à l'animal de trouver suffisamment de nutriments pour couvrir ses besoins. Ces derniers peuvent être des besoins de production, lait, viande, fœtus, croissance, laine, et des besoins d'entretien. Aussi, un ruminant doit donc ruminer. Si l'animal ne rumine pas, c'est un signe qui doit attirer l'attention. C'est un signe de maladie ou autre chose. Autour des mises-bas, l'animal rumine moins. Pour que la rumination s'effectue dans de bonnes conditions, il faut que la tension du rumen soit convenable, que la ration soit suffisamment fibreuse, que le contenu soit suffisamment liquide et que l'animal soit en bonne santé et non perturbé. Nous aborderons la notion de fibrosité de la ration par la suite. Il faut également se rappeler que le post-alimentation représente la première charge d'un élevage, autour de 50 à 60% des charges opérationnelles. Aussi, pour améliorer la rentabilité du système, il faut essayer de minimiser cette dépense, mais ne pas induire de baisse de production. Il convient surtout que les apports alimentaires couvrent les besoins et même si dans certains cas, on peut tolérer un peu de déficit. Mais en tant qu'éleveur, nous ne devons pas mettre en danger la santé de l'animal. Nos animaux sont les sources du revenu dans un système d'élevage. Si nous voulons maîtriser les charges d'alimentation, nous devons comprendre deux choses. Comment fonctionne l'estomac d'un ruminant et les caractéristiques des aliments distribués. On pourrait aussi aborder le rythme et le mode de distribution, du râtelier libre-service à la cuisine, en passant par un bol mélangeur. Et il faudrait également aborder la cinétique de la digestion. Cette dernière phase permet d'optimiser la ration distribuée, mais cela suppose que vous ayez bien compris les grandes bases de l'acte de rumination, qui peut se définir de la façon suivante. C'est l'acte par lequel les aliments sont ramenés du rumen dans la cavité buccale pour être soumis à une seconde salivation et une seconde mastication, avant de retourner dans la boîte. En effet, un ruminant a deux types de mastication. La première qui correspond à la récolte de fourrage, qui peut se faire rapidement, et la seconde, la mastication dite méricique, qui correspond à la rumination qui est beaucoup plus lente et qui se passe au repos dans un coin tranquille. Cette rumination engendre deux éléments importants à retenir. La seconde mastication induit une augmentation des surfaces de contact, de la flore microbienne et de la panse avec les aliments. Donc les microbes pourront plus facilement dégrader les aliments. Le deuxième effet, c'est l'insalivation. Ici, on touche le point sensible de la rumination. Tout se joue à ce niveau-là. Un ruminant peut produire jusqu'à 10 litres de salive par kilo de matière sèche, soit pour une vache jusqu'à 100 litres. La salive des ruminants est particulière. Elle est basique. Celle des humains est légèrement acide. Et en plus, elle contient de l'azote, phénomène qui peut nous intéresser pour minimiser les apports d'azote, surtout chez les caprins.
Il faut impérativement se souvenir que plus le fourrage est fibreux, plus la vache va ruminer. Plus la vache va ruminer, plus elle va saliver. Plus elle va saliver, plus le pH de la panse va s'orienter vers un pH de 7. Mais quel est le rôle de la panse? La panse est la plus grande poche de l'estomac des polygastriques. En effet, un ruminant est caractérisé par un estomac ayant plusieurs poches, d'où son nom de polygastrique. Chez l'humain, nous avons un estomac constitué d'une seule poche, on est donc des monogastriques. La panse est le pivot de l'alimentation d'un ruminant herbivore. C'est ce qui lui permet de tirer profit de l'herbe. Un ruminant est l'animal le mieux adapté pour digérer l'herbe. C'est sa spécificité. En comparaison, un humain ne sait pas digérer, à tel point que les végétaux fibreux ne font que passer dans notre tube digestif. La panse est le lieu de la fermentation. En réalité, la panse permet la digestion microbienne des aliments consommés par les ruminants. Tout éleveur de ruminants est en réalité un éleveur de microbes. Les aliments que vous donnez à vos animaux vont être transformés par cette population microbienne. Et à la sortie de la panse, on retrouve de nouveaux éléments qui vont nourrir votre animal. C'est cette transformation qui fait la force des ruminants. Ils ont la capacité de transformer de l'herbe en beefsteak. Cela peut surprendre, mais c'est la réalité. Les microbes vont utiliser les aliments que vous donnez à vos vaches. Ils vont se nourrir et se développer grâce à eux. Ils vont produire des résidus, principalement 2 résidus. Un, induit par le fait que nous sommes dans un milieu sans oxygène et donc qu'il y aura une fermentation. Et cela va induire principalement la production d'acides gras volatiles, qui est la source principale en énergie des ruminants. Chez l'humain, c'est le glucose. Et un deuxième résidu qui n'a pas pu être transformé par les microbes ou qui a été produit par les microbes, ce que j'appelle les crottes de microbes. Ces éléments vont subir la digestion normale, c'est-à-dire la digestion enzymatique, qui existe chez les monogastriques comme les humains. Dans certains cas, on essaie de limiter la destruction de certains nutriments par la flore microbienne de la panse. On les protège, par exemple, par un tannage, car la digestion enzymatique donne des nutriments plus pertinents pour le métabolisme dans certains cas. C'est le cas des acides aminés protégés type lysine. Et alors, cette digestion microbienne? Il y a la production de nouveaux éléments, les corps microbiens. Cette production de microbes est essentielle. C'est celle qui permet de fournir les principaux nutriments essentiels à notre ruminant. Cela correspond à l'apport de viande chez un monogastrique comme l'homme. En effet, la composition en acides aminés de la flore microbienne permet de couvrir les besoins de l'animal. Cet élevage de microbes est primordial au bon développement de votre animal et donc à votre bien. L'alimentation des ruminants doit tenir compte du développement de cette flore microbienne. En tant qu'éleveur, vous devez faire en sorte que la panse fonctionne parfaitement à plein régime. L'alimentation des ruminants doit tenir compte du développement de cette flore microbienne. En préalable, vous devez connaître les principaux facteurs de développement des microbes. Ils demandent un milieu aqueux et une arrivée régulière de substrat, une température constante de 39 à 40 degrés et un brassage permanent, une teneur en oxygène très faible pour assurer la fermentation et un pH relativement constant autour de 6,5. Ce pH constant est la hantise de l'éleveur et on devrait l'être. En effet, les microbes détestent les changements. Le principal facteur de variation du pH est la composition des aliments, qui induit une production plus ou moins importante de salive. Cette dernière étant basique, va influencer le pH de la panse et le développement des microbes.
En effet, les microbes détestent être dérangés. L'état d'équilibre est cependant assez fragile et conditionne l'efficacité de la digestion. Les changements de régime alimentaire doivent donc être effectués de façon progressive en respectant une période de transition d'autant plus longue que les régimes sont les plus différents. En effet, pour qu'il y ait rumination, il faut que l'animal ingère des éléments fibreux. Chez un ruminant, cela correspond à un aliment contenant principalement de la cellulose. La cellulose étant le sucre qui constitue le squelette des cellules végétales. C'est le principal constituant de la paroi cellulosique ou pectocellulosique. En effet, quand la plante vieillit, sa paroi est de plus en plus imprégnée de lignine, et cela rend le fourrage moins digestible par les ruminants. Exemple, l'herbe et la paille. Un des facteurs importants est donc l'âge de la récolte du fourrage. Plus le fourrage sera récolté jeune, plus il sera de bonne qualité. Cette règle est indépendante du mode de récolte. 1 kg d'herbe jeune est l'équivalent d'1 kg d'orge. Les fourrages constitués essentiellement à base de cellulose rentrent dans la catégorie des aliments grossiers. Par contre, les aliments essentiellement constitués d'amidon rentrent dans les aliments concentrés, l'orge, le blé, etc. 1 kg d'herbe jeune est l'équivalent d'1 kg d'orge. Les fourrages constitués essentiellement à base de cellulose rentrent dans les catégories des aliments grossiers. Par exemple, l'herbe, le foin, la paille, ici ils sont classés par ordre décroissant de valeur alimentaire. Par contre, les aliments essentiellement constitués d'amidon rentrent dans les aliments concentrés. Exemple, le maïs grain, le blé, l'épeautre, l'avoine, ici ils sont aussi classés de façon décroissante en valeur alimentaire. Dans le graphique, vous pouvez remarquer que l'avoine ou l'épeautre se retrouvent presque au même niveau que l'herbe. On pourrait presque dire que l'herbe est un aliment grossier concentré et que l'avoine est un aliment concentré mais grossier. Il faut se souvenir de cela. L'avoine, du fait que c'est une graine enveloppée, idem pour l'épeautre, est riche en hémicellulose, comme l'herbe, mais contient également de l'amidon, idem pour l'épeautre. Dans certaines rations, on utilise ces caractéristiques pour limiter les effets acidogènes des concentrés à base d'amidon. Un autre élément à prendre en considération, l'ensilage de maïs. Lui aussi, il se trouve à la tangente des deux groupes d'aliments. Suivant sa richesse en grains, sa finesse de hachage, on peut avoir un aliment grossier qui va tendre vers les caractéristiques des concentrés. Dans les rations à base d'ensilage de maïs, il faut en tenir compte et bien vérifier qu'il y a assez de fibres pour une bonne rumination, d'où dans certains cas l'apport à volonté de paille. Un autre cas spécifique, la betterave fourragère. Elle aussi se retrouve au même niveau que le maïs en silage, mais elle est toujours associée à un fourrage fibreux. Par contre, la betterave fourragère est comme nos gâteaux apéro, elle ouvre l'appétit. C'est un aliment qui est dit succulent, et cette caractéristique permet d'augmenter les quantités consommées de la ration totale. Un éleveur doit être en capacité de jongler avec tous ces aliments et d'arriver à constituer des rations équilibrées pour ces animaux en apportant les nutriments nécessaires aux différentes productions des animaux. En effet, une ration est un équilibre entre aliments grossiers et concentrés. Ces aliments vont plus ou moins activer le processus de rumination et on aura donc un pH du rumen qui pourra varier de 7 à 5. Les aliments fibreux vont favoriser une flore de bactéries celluloïdiques. Et on aura comme nutriment énergétique principalement de l'acide acétique. Les aliments concentrés, qui sont riches en amidon, vont favoriser une flore de bactéries amylolytiques. Et l'on peut observer un pic d'acide propionique. Ces deux AGV sont les principaux nutriments énergétiques chez les ruminants. Par contre, un excès d'aliments concentrés vont induire une faible rumination et donc une faible insalivation. Et le pH de la panse va diminuer et tendre vers 5 ou plus bas. Et à ces pH, il y a un développement de flore lactique
qui favorise la production d'acide lactique. Et vos animaux sont donc alors en acidose chronique. Et si vous ne faites rien, l'animal risque de mourir. Ces variations de flore dépendent essentiellement des aliments distribués ou offerts et donc dépendent essentiellement de vos choix de rationnement. Être en capacité de choisir les aliments à distribuer à son troupeau demande une compréhension du système digestif d'un ruminant. Un foin ressemble à un foin, mais sous ce terme, nous pouvons trouver un aliment riche, le regain, comme un aliment pauvre, un foin floraison. Un foin de graminées n'apporte pas tout à fait la même chose qu'un foin de légumineuses. Connaître les grandes caractéristiques des aliments est primordial pour équilibrer une ration et alimenter son troupeau. Nous avons distingué deux types d'aliments en fonction de leur richesse en cellulose, les aliments grossiers et les aliments concentrés. Sa distinction est importante pour assurer la rumination. Généralement, on préconise un maximum de 40% de concentré dans la ration totale et donc 60% de grossier. On parle toujours en kilos de matière sèche. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 60% de concentré pour 40% de grossier. Mais là, on est à la limite de l'acidose. Et on peut conseiller d'apporter du bicarbonate pour jouer un rôle tampon au niveau du pH, ou de substituer certains aliments concentrés, dits acidogènes, avec des concentrés plus fins. Exemple, utiliser de l'épeautre, de l'avoine à la place de blé ou d'orge. Remplacer du tourteau par des bouchons de luzerne. Intégrer du son pour son côté fibreux. Remplacer des céréales par de la pulpe de betterave. Maintenant, il convient aussi de respecter un deuxième équilibre qui lui favorise le développement des microbes dans la plante. En effet, pour se développer, les microbes demandent une source d'énergie, des sucres, comme la cellulose ou l'amidon, et une source en azote qu'ils transforment souvent dans un premier temps en ammoniac pour être utilisé par la protéosynthèse microbienne. Alimenter un troupeau de ruminants passe donc par le respect de deux équilibres. Il faut apporter des aliments riches en énergie, des aliments riches en azote pour favoriser le développement de la flore microbienne. Il faut également respecter le deuxième équilibre pour permettre une bonne rumination. On doit apporter suffisamment d'aliments fibreux, complétés par des aliments dits concentrés. L'herbe et les fourrages dérivés de la récolte de prairies à base de graminées sont des aliments grossiers et riches en énergie. Les fourrages à base de légumineuses, luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, sont des fourrages grossiers riches en azote. Les grains de céréales, blé, orge, triticale, maïs grain, sont des aliments concentrés riches en énergie. Les graines de protéagineux et les tourteaux résultant des huileries des oléagineux sont riches en azote. L'aliment le plus riche en azote étant l'urée, mais son utilisation reste délicate. L'alimentation des ruminants repose sur l'équilibre entre grossier et concentré et entre énergie et azote. Le besoin en énergie et azote dépend des productions et des niveaux de production du troupeau. Mais d'une façon générale, on peut retenir 60 à 40% pour grossier et concentré et 2/3 1/3 pour l'équilibre en énergie et en azote. Un ruminant qui ne consomme que des aliments grossiers ne risque pas grand-chose. Par contre, ses besoins seront-ils couverts? Une vache allaitante, tarie ou un bœuf peut se contenter d'herbe ou de paille. Pour une vache laitière ou une vache allaitante avec un veau, il conviendrait d'ajouter des concentrés car leurs besoins auront augmenté. Une chèvre qui produit 5 à 6 litres de lait par jour devra avoir une ration très concentrée, mais qui permet la rumination. Le juste équilibre est difficile à obtenir et à respecter durant tout le cycle de production. Mais c'est le métier de l'éleveur. Être en capacité de respecter ces différents équilibres, c'est-à-dire faire des rations, semble primordial pour des futurs éleveurs. Et en plus, on doit faire attention au coût. Il faut se soutenir que changer un aliment dans la ration n'est pas anodin pour nos ruminants. On peut risquer une acidose, une météorisation,
une entérotoxine. Et même dans certains cas, si nous ne donnons pas assez de précurseurs pour faire du glucose, on risque la toxémie de gestation et l'acétonémie de lactation. Toutes ces maladies métaboliques ne peuvent être ignorées par un éleveur. Une stratégie pour limiter ces risques, qui sont essentiellement induits par des conduites intensives, est de favoriser l'exploitation de l'herbe, soit en direct, par le pâturage, soit par enfouragement en verre. En effet, l'herbe jeune est l'aliment par excellence. Faire pâturer des animaux de l'herbe jeune est l'idéal. Les pâturages sont souvent en base de graminées, et une graminée monte et épie. Et à ce stade, notre aliment idéal n'a plus beaucoup de valeur. Une vache n'aime que les feuilles et beaucoup moins les tiges, car elles sont trop riches en lignine. Aussi, cette technique de pâturage doit permettre d'offrir à vos animaux de l'herbe feuillue. Une des techniques est de semer des variétés non alternatives au printemps, et vous aurez que des feuilles pendant toute l'année. Sinon, il faut organiser des phases de pâturage et des récoltes mécaniques, entre autres l'enfouragement en verre. Mais cela est une autre histoire. Et ce sera pour le prochain épisode. Merci.